Un pionnier de l'informatique qui se fait voler le contrat du siècle par Bill Gates et meurt mystérieusement suite à une bagarre, le prototype de l'iPhone 4 perdu dans un bar par un ingénieur d'Apple et récupéré par un journaliste tech sans scrupules, et enfin le mystère des langages de programmation perdus. Et non, vous n'êtes pas tombé sur une énième vidéo complotiste grand bien m'en face. Avec des juifs. Avec des juifs? Un complot? Mais vous allez plutôt avoir droit à votre dose journalière d'intrigue en explorant avec moi 3 mystères non résolus de la tech. Et croyez-moi, nous allons évoquer des choses dont vous n'avez probablement jamais entendu parler sur YouTube. D'ailleurs, je tente un nouveau concept avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à me soutenir, hein, tu sais comment ça marche, TMTC. Et sans plus attendre, partons à la découverte de 3 énigmes passionnantes du monde de la tech. C'est parti. Gary Keldon, le génie oublié qui aurait pu détrôner Bill Gates. Commençons par une histoire qui a tout d'un thriller informatique. Et accrochez-vous car nous plongeons dans le monde fascinant et un peu fou de Gary Keldon, pionnier de l'informatique né en 1942 à Seattle. Vous allez voir que son parcours atypique dans le monde de la tech est pour le moins intriguant, sinon malchanceux. Après avoir brillamment obtenu sa maîtrise et son doctorat d'informatique en 1972, Gary Keldon décide d'enseigner à la Naval Postgraduate School à Monterey en Californie. Mais Gary n'était pas juste un prof ordinaire. En 1974, il crée CPM, Control Program for Microcomputers, pour les processeurs Intel 8008 et 8080. Un petit bijou de technologie, et c'est en fait le premier système d'exploitation pour micro-ordinateur qui se vend à 1/4 million d'exemplaires. Alors que fait-on quand on a un tel succès? On fonde sa propre boîte. Moi je dis allons-y quoi. C'est ainsi que naît Digital Research en 1976, cofondé avec sa femme Dorothy, et tenez-vous bien, en 1983, ils affichent un chiffre d'affaires de 44,6 millions de dollars. Plutôt solide pour un prof de fac. Mais l'histoire ne fait que commencer et elle va devenir encore plus croustillante avec l'entrée en scène d'un certain IBM. Mais non! Mais hasard de dingue! Nous sommes en 1980 et IBM, déjà mastodonte de la tech à l'époque, cherche un système d'exploitation pour son futur bébé, l'IBM PC. L'horloge tourne et ils veulent absolument sortir leur produit en 1981. Mais qui appeler? Ils se tournent vers Bill Gates. Ce dernier oriente IBM vers Digital Research. Allez voir Gary Keldon, il a tout ce qu'il vous faut. Donc IBM frappe à la porte de Digital Research pour acquérir une version de CPM pour le fameux IBM PC. Donc maintenant, imaginez la scène. IBM arrive, costume, cravate, et la surprise, Gary Keldon n'est pas là, il est en train de s'éclater en pilotant son avion privé. Alors cette info n'est qu'une théorie extrêmement probable, mais sachez que Gary était un grand passionné d'aviation en plus d'être un excellent pilote. Donc l'affaire du siècle débarque et le gars est en train de se faire des loopings dans les airs. Pendant ce temps, sa femme Dorothy, qui veut rien signer sans son mari, elle refuse un accord de non-divulgation avec IBM. Non! On veut pas! Résultat des courses, IBM et Digital Research ne trouvent pas de terrain d'entente et IBM, un peu vexé, va voir ailleurs et frappe à la porte de Microsoft pour une alternative. Et c'est là que notre cher Bill Gates entre réellement en scène, prêt à saisir l'opportunité du siècle. Il acquiert QDOS, Quick and Dirty Operating System, de la société Seattle Computer Products, et vous voyez le coup venir, Microsoft rebaptise ce petit trésor en PC-DOS pour IBM. 1981 arrive et IBM lance son fameux IBM PC. Il embarque alors le PC-DOS comme système d'exploitation principal, c'est le jackpot pour Microsoft. Voilà comment, grâce à un petit jeu d'acquisition et de renommage, Microsoft est devenu le grand gagnant de la loterie des systèmes d'exploitation, pendant que Gary et son CPM restent sur le banc de touche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Gary Keldon, malheureux protagoniste alors écarté, lance un pavé dans la mare. Il accuse PC-DOS d'être un plagiat de son CPM. L'accusation est plutôt lourde et Gary menace même d'attaquer IBM en justice. L'affaire est tellement sérieuse qu'elle se résout finalement par un accord à l'amiable permettant d'offrir CPM 86 en option sur l'IBM PC, mais à un prix bien plus élevé. Je dois avouer que je n'ai jamais vu autant de fils de pute. Alors soyons honnêtes, qui voudrait acheter une option plus chère alors qu'il y a déjà un système d'exploitation installé par défaut? Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Le résultat, CPM commence à perdre du terrain et Digital Research voit son influence dans l'industrie des micro-ordinateurs s'effriter au fil des années. Et pendant ce temps, Microsoft monte en puissance, prêt à devenir le géant que nous connaissons aujourd'hui. Et tout ceci n'est pas sans conséquence sur la vie de Gary Keldon. Imaginez-vous à sa place. Vous avez créé un système d'exploitation révolutionnaire et vous vous retrouvez à le regarder se faire éclipser par un concurrent plus malin, plus opportuniste. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Fumier! Les fumiers! Les fumiers! Et comme si ça suffisait pas, Gary se retrouve constamment comparé à Bill Gates pour lui rappeler que ça aurait pu être lui. Malheureusement, cette pression et ce sentiment d'échec l'entraînent sur une pente glissante. Notre pionnier de l'informatique se tourne vers l'alcoolisme, cherchant du réconfort loin des circuits du code, un dénouement tragique pour un génie qui aurait dû changer la face du monde informatique. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Gary Kildall nous quitte le 11 juillet 1994 à Monterey en Californie, et sa mort, entourée de mystères, survient après un incident dans un bar de motards des suites de blessures à la tête. Mais ne nous arrêtons pas sur cette note sombre, car même après sa mort, l'impact de Gary Kildall sur le développement des systèmes d'exploitation et sur l'informatique personnelle reste colossal. Cet homme a posé les fondations de ce que nous utilisons aujourd'hui à chaque fois qu'on allume nos ordinateurs. Donc un vrai visionnaire dont l'histoire est souvent évoquée comme un rappel cruel mais nécessaire de l'importance d'être au bon endroit au bon moment. Parce que son parcours nous enseigne qu'il suffit pas d'avoir une idée géniale, il faut aussi savoir la vendre et la protéger. Alors la prochaine fois que vous éteignez votre ordinateur, ayez une pensée pour Gary sans qui notre monde numérique aurait pu être assez différent. Toujours est-il qu'aujourd'hui les circonstances du rendez-vous fatidique avec IBM restent intrigantes, tout comme la mort de ce pionnier de l'informatique. Prototype de l'iPhone 4, disparition sous alcool. Ah, mars 2010, une époque où on portait encore des pantacourts et où c'était stylé d'avoir un téléphone à clapper. C'était aussi le mois où Gray Powell a décidé de célébrer son 27e anniversaire dans un charmant bar allemand à Redwood City en Californie. Et il ignorait alors que se produirait le soir même un incident qui marquerait l'industrie technologique pour de nombreuses années. Alors qui est Gray Powell, vous allez me demander? Mais qui est Gray Powell? C'est un gars passionné par la photographie amateur, diplômé de la North Carolina State University en 2006, mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser ici, un ingénieur logiciel travaillant chez Apple. Mais il faut qu'on parle du vrai protagoniste de cette histoire. Un petit bijou de technologie pour l'époque, le prototype de l'iPhone 4. Il était alors camouflé en iPhone 3GS pour des besoins de confidentialité, et sous ce déguisement se cachait une batterie plus robuste, un design mince et carré, et sans oublier des codes barres, des stickers uniques pour l'identifier, et cerise sur le gâteau, une caméra frontale, nouveauté sensationnelle pour l'époque. Mais voilà notre cher Gray Powell, dans un moment d'inattention digne de How I Met Your Mother, a laissé échapper ce joyau technologique sur un tabouret de bar. Et par la suite, un inconnu, sûrement moins absorbé par son verre que Gray, va tomber sur cet étrange iPhone. Quelques heures après l'incident, Apple verrouille l'iPhone à distance, mais il est trop tard, le destin du prototype est déjà en marche. Débarque maintenant dans notre histoire Gizmodo, blog américain spécialisé dans les nouvelles technologies. Gizmodo, certainement dans un élan journalistique sincère, on imagine, s'empresse d'acheter le prototype qui circule dans la nature pour la somme de 5000 $. S'ensuivent alors des articles et une vidéo détaillant le prototype de l'iPhone 4 comme si c'était la 8e merveille du monde. Autant vous dire que ça attire les foudres d'Apple qui vont tout faire pour stopper l'hémorragie. Résultat, une perquisition a lieu en réponse chez Jason Shen, le rédacteur en chef de Gizmodo. Pendant ce temps, chez Apple a lieu une enquête en interne avec des mesures sévères pour empêcher les futures fuites. Imaginez un peu l'ambiance dans les couloirs d'Apple où chaque employé se regarde en se demandant qui est le traître. Et bien sûr, Apple a exigé le retour du prototype. D'ailleurs, Steve Jobs en personne contactera directement Gizmodo pour récupérer le précieux. Parlons maintenant des vendeurs du siècle, Brian John Hogan et Serge Robert Wallower. Ce sont eux qui ont retrouvé l'iPhone 4 dans le bar et qui l'ont vendu à Gizmodo. Ces deux génies ont été condamnés à 1 année de probation, 40 heures de service communautaire et une amende de 250 $. Mais ils ont gardé la majorité de l'argent de la vente, soit un bénéfice net de 4750 $. Plutôt pas mal pour une petite escapade dans le monde de l'espionnage technologique. Par la suite, Steve Jobs évoquera très peu cet incident, mais le qualifiera quand même d'une saga digne d'un thriller avec vol et extorsion. Du côté de Gizmodo, le rédacteur en chef a eu un petit moment de regret et il a envoyé une lettre d'excuse à Jobs. Alors on imagine le texte: Cher Steve, je suis vraiment désolé pour l'iPhone, sans rancune, bisous. Ouais, les remords après coup, c'est toujours pratique. Alors quel a été l'impact de toute cette affaire sur Apple et sur l'industrie? Apple a transformé ses bureaux en bunkers avec des mesures de sécurité dignes d'un film d'espionnage pour protéger ses prototypes. Les pratiques journalistiques ont été remises en question, surtout concernant l'éthique de l'achat de biens perdus, et pour l'industrie en général, cette histoire est devenue un cas d'étude en matière de confidentialité des produits technologiques. Et vous allez me demander qu'est devenu Gray Powell, le protagoniste malheureux de notre histoire. Mais qu'est devenu Gray Powell? Il a continué à travailler chez Apple jusqu'en 2017. La société Apple n'a pas été trop rancunière envers son employé, mais depuis l'incident, Powell doit probablement vérifier à 2 fois qu'il n'a pas oublié son téléphone à chaque sortie de bar. Quant aux circonstances exactes de la perte du prototype de l'iPhone 4 et de sa revente, ces dernières gardent encore aujourd'hui une zone d'ombre et peu d'informations sont disponibles sur le sujet. Les langages de programmation disparus, l'héritage invisible. Le dernier mystère dont nous allons parler aujourd'hui concerne un sujet dont vous n'avez certainement jamais entendu parler. On vous a souvent dit oui, le dernier langage à la mode c'est JavaScript, ou tu devrais commencer par apprendre le langage C pour avoir les bases, etc. etc. On connaît la musique. Et si je vous disais qu'il existe une face cachée au langage de programmation dont personne ne parle? C'est ce qu'on appelle les langages de programmation disparus. Voyez-les un peu comme les dinosaures de l'informatique. Et avant de plonger davantage dans ce sujet passionnant, on peut quand même évoquer les langages de programmation
morts. Ils n'ont pas disparu à proprement parler, mais ils ne sont quasiment plus utilisés, et certains sont même tombés en disgrâce. Imaginez par exemple un monde où le COBOL, développé par Codacil en 1959, était le roi des systèmes d'entreprise. Oui, c'est ce même COBOL que le vieux programmeur à barbe va mentionner avec une lueur nostalgique dans les yeux. On va jouer aux COBOL et aux Indiens. Mais hélas, il a fini par devenir obsolète, incapable de se connecter avec les langages plus jeunes et plus modernes. Puis il y avait ALGOL, ce langage de recherche algorithmique qui a vu le jour 1 an plus tôt. Alors ALGOL, c'était un peu le penseur solitaire du groupe, plein de promesses mais qui manquait cruellement d'applications pratiques. On peut aussi évoquer APL, arrivé dans les années 60. Lui, c'était le nerd de la bande, avec son obsession pour les traitements de tableaux, mais sa difficulté d'utilisation l'a vite rendu impopulaire. En 1964, il y a BASIC qui a tenté de simplifier la programmation mais a finalement été jugé trop basique, vous apprécierez le jeu de mots, et a été éclipsé par des langages plus sophistiqués. Simula 67, lancé en 1967, a jeté les bases de la programmation orientée objet, mais comme beaucoup de pionniers, il a souffert de problèmes de performance, a été doublé par des jeunes langages plus rapides et plus agiles. Comment ne pas évoquer également le fameux Pascal en 1970, qui s'est fait un nom dans les salles de classe en tant que langage d'enseignement notamment. Alors vous y trompez pas, il sera vite détrôné par le C, plus populaire auprès des étudiants. Et enfin, d'autres langages moins connus ont aussi fait une brève apparition, comme CLU, arrivé en 1974, qui a apporté des innovations en type de données abstraits mais n'a jamais vraiment dépassé le stade de la démo, ou SML en 1976, utilisé pour de la démonstration automatique de théorèmes mais qui s'est vite retrouvé cantonné aux couloirs poussiéreux du monde académique. Et croyez-le ou non, tous ces langages ont joué un rôle crucial dans l'évolution de la programmation informatique. Mais comme beaucoup de choses dans la vie, ils ont connu la popularité, la croissance, puis le déclin. Nombre d'entre eux sont tombés dans l'oubli, nous rappelant que dans le monde de la technologie, rien n'est éternel. Sauf peut-être les blagues sur Internet Explorer. Mais le vrai mystère qui nous intéresse aujourd'hui ne réside pas dans ces langages de programmation. En fait, il existe des langages de programmation dont il ne reste absolument aucune trace. Pas un article Wikipédia, pas une seule mention sur le web. Mais pourquoi donc se sont-ils évaporés à ce point, vous allez me demander? Mais pourquoi donc se sont-ils évaporés à ce point? La première raison est évidente, c'est l'obsolescence technologique. Ce phénomène amène l'utilisateur à remplacer un produit avant la fin de sa durée de vie utile parce qu'il lui semble dépassé par rapport à un autre produit plus avancé technologiquement. C'est un peu le cycle naturel de la technologie. Si vous ne vous adaptez pas, vous disparaissez. Darwin aurait kiffé. Ensuite, il y a le manque de soutien ou d'adoption. Sans une communauté solide ou un soutien industriel, même le meilleur des langages de programmation peut se retrouver solo. Et sans une documentation adéquate, la transmission des connaissances devient mission impossible. Le langage partira alors vite aux oubliettes. La complexité et les difficultés d'apprentissage sont une autre raison. Certains de ces langages étaient tellement compliqués et spécifiques que les personnes prêtes à franchir le pas se comptaient sur les doigts d'une main. Les problèmes de propriété intellectuelle ont également joué un rôle. Imaginez que vous avez créé un truc révolutionnaire mais qui va devoir rester dans un coin de votre chambre parce que quelqu'un d'autre détient les droits. Oh merde! Oh, c'est con ça! Frustrant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à certains de ces langages, où des disputes sur qui possédait quoi ont conduit à leur perte. Et enfin, la concurrence avec des langages modernes a forcément fait beaucoup de mal. C'est le monde brutal de la programmation, il y a toujours quelque chose de nouveau et de moderne prêt à prendre ta place. Donc, en combinant tous ces facteurs, on comprend bien que des centaines de langages n'ont vraiment laissé aucune trace. Mais, malgré leur disparition, ils ont quand même laissé un héritage impressionnant, bien qu'il soit un peu implicite. Ils ont contribué à des techniques de développement et des systèmes de codage qu'on utilise aujourd'hui, et les leçons tirées de leur conception et de leur utilisation ont été précieuses et se sont propagées parmi les pionniers de l'informatique. Je vous propose donc une minute de silence en hommage à ces langages expérimentaux, ces langages de niche et ces langages précurseurs oubliés. Non, la flemme en vrai. Mais big up à ces langages de programmation disparus, de nos jours malheureux absents de l'imaginaire collectif. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ouais, on tente des trucs, hein. Peut-être qu'un jour l'algo YouTube se rendra compte que cette chaîne est absolument géniale. Mais en attendant, j'ai l'impression qu'il a toujours un faible pour les vidéos d'Underscore. Donc, je vous invite à commenter la vidéo pour me partager vos impressions, et si vous connaissez d'autres histoires ou phénomènes étranges de la tech, je suis preneur pour une éventuelle suite. Comme vous le savez, votre soutien est toujours extrêmement important pour ce genre de vidéos, donc vraiment je compte sur vous. Je fais ça en plus de mon travail d'ingénieur, donc ça me prend beaucoup de temps, et heureusement que j'ai depuis quelques mois un monteur pour m'épauler. Ah sinon c'est clair que vous verriez plus ma gueule sur ce réseau d'escrocs. Ah je rigole, détends-toi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.